et bienvenue sur le plateau d'Émulsion, l'émission qui parle des recettes de fabrication de la littérature jeunesse. Et aujourd'hui, c'est sur la bande dessinée que nous vous avons concocté cette nouvelle émulsion. La BD, c'est un peu la superstar des librairies. Elle est souvent le premier contact jeunesse avec la lecture. Et quand on est fan de BD, eh bien, c'est souvent pour la vie. Pour en parler de cette recette et pour faire une recette inratable avec nous sur ce plateau, on a une autrice, un auteur et un éditeur. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Claire Fauvel, vous êtes illustratrice et dessinatrice. Vous avez été primée à Angoulême en 2018 pour La guerre de Catherine, paru aux éditions Rue de Sèvres, sur un scénario de Julia Billet. Mathieu Sapin, vous êtes auteur, illustrateur, réalisateur de films et vous êtes aussi chevalier des arts et des lettres, il faut le dire. Important. N'est-ce pas ? C'est très important. Pascal Mériot, vous êtes directeur éditorial des éditions de La Gouttière, qui sont nées en 2009 à Amiens, et vous êtes aussi le directeur de l'association On a marché sur la bulle, une association qui organise entre autres chaque année un rendez-vous de la bande dessinée à Amiens. Voilà. Alors comme l'émission s'appelle Émulsion, on va rester, je m'y perds, dans cet esprit. La bande dessinée, c'est un peu le plat préféré des ados ? Il semblerait effectivement que ce médium ait les faveurs à la fois des parents pour préconiser de la bande dessinée très très tôt. Pour les ados, c'est plus compliqué. On connaît les statistiques avec l'érosion de la lecture et la quasi-disparition dans les années ados, avec tout le pouvoir, par exemple, des mangas et des comics dans cette période-là. Mais oui, il y a une passerelle entre le monde de l'image et le monde du texte abstrait, et c'est la bande dessinée. Mais alors, chez les jeunes, c'est quel âge alors plutôt, vous pensez Alors c'est assez facile jusqu'à 12-13 ans. Ça peut être plus compliqué, non pas parce que les bandes dessinées n'existent pas, mais parce que le type de bande dessinée qui pourrait les accompagner dans ces âges-là n'est pas facilement identifiable. C'est vrai que, par exemple, dans une librairie spécialisée, on aura tendance à mettre côte à côte, parce que c'est du même éditeur, une bande dessinée pour tout petit, pour plus grand, pour beaucoup plus grand. Et là-dedans, le repérage se fait pas encore nécessairement. Après, pour ce qui est de démarrer, en tant qu'éditeur jeunesse qui a voulu travailler pour des tout petits, on a eu un problème rapidement avec le dogme de Monsieur Hergé, ou du moins du journal dans lequel il était publié, la bande dessinée de 7 à 77 ans. Le avant 7 n'existerait pas. Donc c'est une des questions que notre maison d'édition s'est posée. Comment on fait lire à 2 ans, 3 ans de la bande dessinée ? Et pour vous, est-ce qu'il y a une spécificité de la bande dessinée française ? Sur le registre jeunesse en particulier, ouais. Je pense que c'est une de ses forces, le fait d'avoir investi ce champ-là. Là où du côté, par exemple, des Américains, on a relativement peu de choses, même s'il y a des grands bouquins. Mais c'est vrai que là, il y a eu peut-être pas, évidemment parce qu'il y a cette tradition de l'album jeunesse aussi en France. Il y a des équivalents extrêmement forts. Donc oui, il y a une très grande puissance de ce travail-là. Est-ce que être éditeur, bon, forcément c'est choisir, mais comment est-ce qu'on fait son marché pour trouver, pour faire le bon plat ? Alors au début, notre restaurant ne voulait pas être très grand, on voulait avoir une table à la fois. On est vraiment parti dans l'expérimentation puisqu'on est issu de la médiation et d'un festival. Et donc on voulait sortir une bande dessinée par an. Et puis après ça a dérapé jusqu'à ce qu'est devenue la structure aujourd'hui. Mais on ne voulait faire qu'une bande dessinée par an, en l'environnant, en l'entourant avec des fiches d'activité, avec des expositions interactives, avec plus tard des kamishiba et des théâtres d'ombre. Et là on a commencé à travailler avec des auteurs qu'on connaissait en proximité, qui pensaient qu'on avait une petite expertise parce qu'on faisait beaucoup d'expositions jeunesse sur le sujet, et donc on avait commencé à la penser, cette bande dessinée jeunesse. Et puis par la suite, on a commencé de façon très très classique à recevoir des dossiers, donc certaines choses nous viennent de gens qu'on ne connaît absolument pas, et puis un jour un dossier arrive, et puis on s'y accroche, et puis d'autres viennent de ce réseau d'auteurs qu'on a, plus de 1000 auteurs qu'on a reçus maintenant autour des rendez-vous. Et alors, vos éditions de La Gouttière, elles publient combien de bandes dessinées jeunesse par an, à peu près ? Aujourd'hui, on est aux alentours d'une quinzaine de titres par an, qui correspond à peu près à ce qu'on est capable de gérer bien, pense-t-on. C'est à peu près la jauge. On estime aussi que le travail sur la jeunesse est relativement long, c'est-à-dire qu'on met énormément d'attention sur les questions de narration, ne jamais perdre un lecteur, avec une espèce d'obsession autour de ça, et donc on essaie de leur consacrer du temps, à la fois avant, pendant, au moment où la bande dessinée se fabrique, et puis après, pour lui donner une vie dans la durée.
Pourtant, vous avez quand même une spécificité, c'est qu'il vous arrive d'éditer des bandes dessinées sans texte. Oui, parmi les intuitions qu'on a eues assez rapidement, c'est qu'il y avait un manque de ce côté-là. Il existe une formidable bande dessinée chez Dupuis qui s'appelle Petit Poilu, qui est le grand standard de la bande dessinée sans texte, mais on trouvait ça étrange qu'il n'y ait de la place que pour une série. C'est comme si pour l'humour, par exemple, il n'y avait que des histoires de Gaulois. On ne pouvait jamais faire que ça en boucle. Et on a eu la chance de recevoir des propositions intéressantes des uns et des autres, dont une bande dessinée en particulier qui est un peu un des piliers de la structure, qui s'appelle Anouki. Ce sont les aventures d'un petit Indien, et dont le 10e tome sortira là en janvier prochain. Et ça, c'est arrivé par hasard. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti en disant à des auteurs il faut absolument qu'on ait des projets sans texte, mais quand on en a vu arriver, on a pris le risque de les éditer parce qu'il paraissait qu'il n'y avait pas de public pour ça. Alors là, vous êtes venu avec beaucoup de livres, ils sont devant vous. On va pas pouvoir parler de tous, mais vous voulez bien nous en présenter un ou deux ? Puisqu'on parlait du sans texte, je peux parler avant les crocs, nous avions déjà eu une bande dessinée qui avait été en sélection de Fauve Jeunesse à Angoulême, et c'était la première bande dessinée de ce garçon assez formidable, David, avec Delphine Cuvel, et donc ce à l'unisson ici, qui est donc une bande dessinée sans texte. Le premier tournait autour d'une sorte de réflexion sur la façon dont la mémoire pouvait être transmise entre une petite fille et une grand-mère. Celle-ci est une expérience assez unique, puisque l'Orchestre de Picardie nous a contactés il y a de ça 2 ans maintenant, en nous demandant si on trouverait des auteurs qui accepteraient de mettre en image une symphonie classique, et ce fut la 40e de Mozart. Donc Delphine Cuvel, grande amatrice de hard rock et de métal, a écouté en boucle très longuement la 40e de Mozart jusqu'à ce qu'une histoire lui vienne. Et cette histoire, donc aujourd'hui, on la retrouve dans cette bande dessinée à l'unisson. Et donc on a un récit en particulier où le personnage principal, la petite Luce, est amené à être confronté à ses peurs. Et puis j'ai pu assister, c'était il y a 3 ou 4 jours, de façon assez confidentielle, puisque les salles de spectacle sont pas encore ouvertes, mais à la répétition sur scène de cette 40e de Mozart par l'Orchestre de Picardie, avec, sur grand écran derrière, les images projetées. David a fait des images complémentaires, certaines il les a travaillées plus larges, jusqu'à ce que tout cela puisse accompagner les 23 minutes de la symphonie. Peut-être une captation et à nouveau une réédition ensuite avec l'album ou le... Il y aura en effet, ce livre fait partie des livres qui ont été empêchés par la pandémie. Il devait sortir en avril dernier, le premier concert en juin. Il n'y a eu ni sortie de livre ni concert. On repousse tout d'à peu près 1 année. C'est pour ça que je l'ai aujourd'hui et qu'il est inédit. Très bien. Mathieu Sapin, les fées n'ont même pas eu besoin de se pencher sur votre berceau. Vous leur avez fait gagner du temps. Vous êtes fils d'un père professeur d'histoire de l'art et d'une mère bibliothécaire. Ça aide, ça, pour devenir auteur-dessinateur, non ? Oui, certainement. Oui. Moi, c'est vrai que petit, je passais beaucoup de temps les mercredis après-midi à la bibliothèque à lire des livres pour enfants et des livres pas pour enfants d'ailleurs. Et moi, je trouve que ça très bien que les enfants choisissent un peu eux-mêmes ce qu'ils veulent lire et ce qui les attire. Et après, ils se font leur propre apprentissage. Mais donc oui, la bibliothèque, c'est un lieu dans lequel je me sens bien et qui est très important pour moi. Alors votre premier héros, c'est celui de votre BD que vous avez écrit quand vous étiez étudiant. C'est Super Murgeman. Oui. C'est plutôt pour les adultes, hein. Mais il a quand même un petit côté enfantin. Hein. Oui. Il vomit beaucoup. Oui, c'est un super héros un peu débile. Mais c'est vrai que moi j'ai fait une école à Strasbourg, qui est une école où il y a beaucoup d'illustrateurs qui sont passés et qui forment notamment, enfin à l'époque, beaucoup à l'illustration jeunesse. Et c'est vrai qu'on a un peu une déformation positive, hein, mais tant mieux, parce que sinon justement vous n'auriez pas écrit tous ces livres pour la jeunesse. Moi j'aime bien avoir un pied dans la jeunesse et un pied dans le monde adulte, et les deux les deux, comment dire, l'un alimente l'autre, quoi. Mais justement, c'est ce Super Murgeman qui vous a donné envie de continuer à écrire de la bande dessinée pour les jeunes ? Alors en vérité, c'était pas moi quand je suis sorti de cette école, donc les Arts Déco, j'ai commencé à travailler en tant qu'illustrateur jeunesse. Donc j'ai surtout travaillé pour la presse et un petit peu pour l'édition, pour des grands éditeurs et moins grands, mais voilà. Et de façon plus souterraine, je faisais Super Murgeman. Donc c'était vraiment deux activités que je menais en parallèle. Et puis un beau jour, les choses se sont croisées, et maintenant c'est vrai que je travaille aussi bien pour les adultes que pour les enfants, mais les influences, enfin ce qui a nourri ce travail-là vient de ces différentes origines.
Alors, vos albums jeunesse, il y a une série à succès pour Dargaud qui s'appelle Sardines de l'espace. Et là, c'est le 14e tome, je crois, qui est sorti. Alors, le tome 14 de Sardines de l'espace est sorti cette année. Mais c'est une série un peu particulière puisqu'elle a été initiée par Emmanuel Guibert au scénario, Johan Sfar au dessin. Et puis après, il y a eu... des allers-retours de dessinateurs, c'est-à-dire que Johan a passé la main à Emmanuel Guibert qui faisait aussi le dessin en plus du scénario. Après, il m'a proposé de venir faire le dessin. Et parfois, j'écris aussi. Enfin, c'est une série un petit peu multitête. Il y a aussi la série Akissi, on en reparlera, on aura l'occasion, mais là aussi, c'est vous signez les dessins. Akissi, oui, c'est les aventures d'une petite fille qui vit en Côte d'Ivoire, et ça raconte les souvenirs d'enfance de Marguerite Aboué, qui a écrit les scénarios. Et donc elle m'a proposé de faire les dessins de cette série très déjantée, rigolote. Ouais. Et pour vous, qu'est-ce qu'elle a comme attrait, cette bande dessinée jeunesse? Pourquoi est-ce que vous aimez replonger dedans En général, la bande dessinée jeunesse? Oui. Déjà, moi, j'ai un public à la maison, donc c'est quand même très motivant de faire des albums qui vont plaire à mes enfants, en l'occurrence. Et puis, je crois que je suis resté quand même très proche de certains souvenirs, de certains états que j'avais enfant, et j'aime bien. Enfin, moi, j'aimais beaucoup lire des BD quand j'étais enfant, donc ça me paraît naturel d'en faire aujourd'hui pour ce public-là. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle vous permet que la littérature plus adulte ne vous permet pas? Vous voulez dire la bande dessinée adulte? Oui. Je sais pas. L'humour, par exemple, parce que vous faites des personnages complètement déjantés dans Sardines. Ouais, non, c'est comment dire, moi, en vérité, je les aborde un peu de la même manière. Hein. C'est-à-dire que parfois, je fais des bandes dessinées pour adultes et il y a un abord enfantin, et puis je fais des albums pour enfants, mais avec du fond. Donc, non, c'est vraiment une question c'est du plaisir. Après, j'analyse pas plus que ça pourquoi j'ai du plaisir à faire ça plus qu'autre chose, mais c'est aussi après des rencontres avec des éditeurs, on discute de projets, et puis ça vient comme ça, ouais. Vous aimez vous mettre bien en scène dans vos BD adultes. Est-ce que vous vous mettez en scène aussi dans les BD jeunesse, ou est-ce que vous allez le faire? Ah, c'est vrai. Non, ça m'est jamais venu à l'idée. Mais c'est vrai que ça pourrait être marrant de faire une bande dessinée pour les plus jeunes où je me mets en scène. Et il faudrait que je trouve un truc à raconter qui s'adresse plus spécifiquement à eux. Mais ce qui est amusant, c'est que pour les bandes dessinées plus adultes, je pense à des bandes dessinées politiques, par exemple. En effet, je me mets en scène et j'ai une manière de raconter qui est peut-être un petit peu enfantine. Et je sais qu'il y a des enfants qui les lisent, et ça m'amuse toujours. Il n'y a rien de choquant dedans, mais c'est juste que c'est pas, quand je chronique une campagne présidentielle, par exemple, on pense pas aux enfants en premier. Mais après tout, pourquoi pas? Bien sûr, oui, parce que vous le disiez, il y a des passerelles, ça peut être intergénérationnel, une bande dessinée. C'est par définition intergénérationnel. Il y a une capacité d'accéder aux livres les plus complexes simplement par leur forme, par les dessins qui sont dedans. Objectivement, Tintin n'est pas une bande dessinée jeunesse stricto sensu. Si un éditeur aujourd'hui recevait déjà le scénario de la première, moi je ne sais pas s'il la prendrait, la deuxième non plus, enfin bon, peu importe, mais ça ne serait certainement pas catégorisé jeunesse, tellement les sujets qui sont dedans ne sont pas jeunesse au sens où l'entend sur Akissi ou sur les crocs ici, ou sur la guerre de Catherine. Bref, il y a une capacité de la bande dessinée à attirer tout le temps. Et puis une bande dessinée inversement jeunesse, alors c'est peut-être quelque chose sur lequel on pourra revenir, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une bande dessinée jeunesse? Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait des héros jeunesse dans la segmentation du marché? Allons-y, parlons-en. Il y a quelque chose qui m'intéresse, et l'avis des auteurs m'intéressera sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on ne peut faire de bande dessinée jeunesse qu'à condition d'avoir des héros jeunes. Si on prend les Tuniques Bleues, ils sont adultes, ils font la guerre, et pourtant c'est une série jeunesse. Ça ne viendrait pas trop à l'idée aujourd'hui de travailler avec des adultes en l'adressant directement à la jeunesse. Donc, dans les deux sens, si une série est extrêmement dure mais que les héros sont des enfants, ce serait donc jeunesse. Et inversement, si c'est une série tout public et que ce sont des adultes et que ça marche pour les enfants, ils pourraient ne pas y accéder. Les libraires n'oseraient peut-être pas, les parents n'oseraient peut-être pas les prendre. Et cette segmentation-là, ça me semble être un souci en tout cas. Et c'est surprenant aussi si on parle par exemple de l'Arabe du futur de Riyad Satouf. Oui.
qui est une bande dessinée vraiment adulte dans les thèmes qui sont décrits, mais qui met en scène un petit garçon, en tout cas dans les premiers tomes. Et il y a beaucoup d'enfants qui lisent cette bande dessinée, alors qu'il y a des scènes qui peuvent être choquantes ou marquantes, mais aujourd'hui, c'est vrai que le champ des sujets et puis de la forme est très très diversifié. Ouais. Et c'est plus les parents, pour moi, qui doivent après décider ce qu'ils mettent ou non dans les mains de leurs enfants, quoi. Mathieu Sapin, on va continuer à vous connaître un peu mieux au travers de votre portrait que vous avez fait de vous-même, et ça s'appelle Facette. Alors moi je suis le dessinateur de la série Akissi, qui est écrite par Marguerite Aboué. Akissi, c'est une petite fille qui vit à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et qui fait 1001 bêtises, et qui vit avec sa bande de copains dans son quartier. Voilà, et donc on a fait 10 albums, donc il y a le 10e là, qui est sorti récemment, et c'est très très marrant. Alors je suis un passionné du Portugal, j'ai la chance d'être un Portugais d'adoption, je vais souvent là-bas, j'adore ce pays, j'adore la ville de Lisbonne, et j'aimerais beaucoup faire un livre illustré sur Lisbonne ou une bande dessinée. Quand je suis là-bas, j'ai toujours un carnet, je fais plein de dessins, donc j'espère faire ça prochainement. Alors sinon, j'aime beaucoup les jeux de rôle, je fais ça depuis très jeune. J'adore être maître de jeu. J'ai commencé avec un jeu qui s'appelle L'œil noir. J'ai joué aussi beaucoup à Donjons et Dragons, bien sûr. Je fais des scénarios et puis avec mes joueurs qui vivent des aventures incroyables, qui chassent des dragons, qui lancent des sorts, etc. Voilà, ça c'est ma grande passion. On saura tout sur vous. Figé, mais bon. Bon, Mathieu Sapin, je voudrais revenir quand même sur la jeune Akissi. C'est déjà le tome 10. Oui. Comment est-ce qu'elle a évolué à Akissi travers a le 10 temps, ans. Akissi ? Elle a évolué. Elle a évolué et en même temps, ça reste la même petite fille, donc qui, encore une fois, qui est directement inspirée des souvenirs. Enfin, Marguerite Aboué a coutume de dire Akissi, c'est moi. C'est-à-dire que c'est un peu l'enfance qu'elle a connue à Abidjan dans les années 70. Ce qui est particulier, c'est que ça se passe à la fois dans cette époque que Marguerite Aboué a connue, et puis à la fois aujourd'hui, parce qu'il y a des téléphones portables. Et après tout, peu importe le moment. En tout cas, il y a Akissi, c'est ce qui plaît, je crois, aux enfants, c'est un certain rapport à la liberté et à l'aventure au coin de la rue. Et voilà. Et donc c'est des petites histoires courtes de 6 pages, et ils font avec ses copains, ils font ils font les 400 coups. Bêtises. Et ça fait parfois un peu peur, hein, parce qu'il y a c'est quand même rocambolesque, mais tout est en même temps réaliste. Je sais pas, c'est pas une bande dessinée. Oui, parce qu'en plus là, la dernière, elle est très liée à l'actualité. Hein, ça parle de Noël, mais voilà. Aussi du virus. Oui, le dernier volume s'appelle Enfermé dedans, et donc une grosse part de l'album parle du confinement, mais de façon plutôt joyeuse quand même, et de montrer comment s'opèrent les relations entre les parents et les enfants confinés, et souvent c'est les parents qui craquent en premier. Ouais. Et pour vous, au niveau du dessin, ça a évolué pour moi, 10 ans pour moi, Akissi, c'est vraiment un plaisir, parce que c'est des personnages qu'on connaît bien maintenant avec Marguerite, et quand on fait un album, je le fais avec beaucoup de... C'est vraiment une forme de détente pour moi, par rapport à des albums plus compliqué sur l'actualité, et donc je crois qu'il y a une grande liberté de trait. Moi, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de relire mes premiers albums, donc il faudrait regarder un petit peu comment le personnage évolue, mais je crois que ce qui caractérise Akissi, enfin surtout les derniers, c'est très un trait très libre. Ouais. Alors dans votre portrait, vous évoquez les jeux de rôle, mais pas du tout le cinéma, alors que oui, j'ai pas pensé. Scénariste quand même pour Le Poulain. Oui, oui, mais c'est vrai que le cinéma, j'ai la chance de travailler sur des projets de films qui sont très excitants. Donc j'ai fait un premier long métrage qui est sorti il y a 3 ans, Le Poulain, et là je travaille sur un nouveau long métrage. Ouais. Ah voilà.
Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose en cours. Qui n'est pas non plus pour enfants, mais après tout, encore une fois, tout le monde peut y trouver son compte. Et alors, un projet de bande dessinée jeunesse à venir ? Alors, ça dépend si on parle vraiment du livre ou plus, par exemple, il y a une série que j'aime beaucoup, que j'ai faite il y a quelques temps, qui s'appelle La fille du savant fou. Et là, cette série va faire l'objet d'une adaptation en dessin animé. Donc ça, c'est un peu un des projets sur lesquels je travaille en ce moment. Voilà, c'est l'adaptation, le dessin animé. Donc ça, puis sinon, il y aura un prochain Sardine de l'espace aussi. Ouais. Claire Fauvel, vous avez fait l'inverse, vous avez travaillé sur les séries animées et après vous vous êtes mise à la BD, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait le parcours inverse de Mathieu Sapin. C'est marrant parce que quand je travaillais dans le dessin animé, d'ailleurs, j'ai travaillé pour l'adaptation en dessin animé d'Aya Diopungon, qui est aussi scénarisée par Marguerite Aboué. Donc il y a des liens et voilà, c'est chouette. Bouclé presque. Et pourquoi vous avez choisi alors de dessiner pour la jeunesse ? C'est marrant en fait quand j'écoutais Mathieu et Pascal parler, ça m'a pas mal fait réfléchir et c'est vrai que je pense déjà c'est quelque chose qui se fait assez naturellement parce que c'est vraiment une période de la vie hyper importante, je trouve, l'adolescence, la jeunesse et moi c'est vraiment une période de la vie qui m'inspire. Je pense que j'écris plus pour les adolescents que pour les enfants, on peut dire. Et aussi en vous écoutant, je me suis rappelé que quand j'étais plus jeune, par exemple, quand j'étais au collège, finalement, je trouvais assez peu d'œuvres dessinées qui me parlaient. Autant en roman, j'avais énormément de romans dans lesquels je me plongeais, que j'adorais. Mais par contre, c'est vrai qu'en bande dessinée, je lisais des bandes dessinées adultes ou enfants, mais j'en trouvais pas qui s'adressaient vraiment à moi, qui me parlaient. Et c'est pour ça que je me suis vraiment tournée vers les mangas. Et dans les mangas, en fait, j'arrivais à trouver plus d'émotions que dans les bandes dessinées. Et je trouve que c'était quelque chose qui manquait un peu dans la bande dessinée franco-belge. C'est qu'on était souvent soit dans le domaine de l'aventure, soit dans le domaine de l'humour. Et en fait, il y avait assez peu d'albums qui osaient creuser plus la partie émotion, je sais pas, être un peu plus ambitieuse, montrer d'autres choses pour les jeunes. Et voilà, du coup, j'ai été très inspirée par les mangas en termes de dessin. Et je pense que c'est ça qui m'a donné un peu envie de faire des bandes dessinées pour les adolescents. Je me suis dit, voilà, quel est le type d'histoire que j'aurais aimé trouver en bande dessinée. Et donc, voilà. Je crois qu'il y a une question pour vous, une question mystère qui est posée par Anna. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 12 ans et j'aimerais bien poser une question à Claire Fauvel. Donc en fait, je me demandais comment vous avez fait pour faire toutes vos recherches documentaires pour après pouvoir écrire et dessiner la BD sur Poulan Devi. Voilà, merci. Alors merci pour ta question. Merci Anna, oui. Merci Anna. Déjà, je suis assez étonnée qu'elle me parle de la bande dessinée Poulan Devi parce que je pense que c'est peut-être le titre le plus adulte que j'ai fait jusqu'à présent. Et c'est vrai que, comme on en parlait précédemment avec Pascal, j'étais assez étonnée que ce soit un titre qui puisse intéresser les lycéens déjà, parce que c'est une bande dessinée qui a gagné plusieurs prix lycéens. Et là, je suis encore plus étonnée de voir qu'elle a aussi parlé à des jeunes de 12 ans comme Anna, mais qui est sûrement une lectrice assez confirmée. Mais en tout cas, pour lui répondre, alors je pense que c'est la bande dessinée qui m'a demandé le plus de recherche en fait, parce que c'est vraiment une histoire vraie. C'est l'adaptation donc de la biographie de Poulan Devi, qui a été une femme indienne qui a vécu dans les années 80 et qui a été bandit puis politicienne. Parcours assez particulier. Et j'avais vraiment envie d'être juste dans cette bande dessinée parce que comme c'est une culture qui m'appartient pas, je voulais pas faire une Inde de carte postale ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai fait vraiment un voyage en Inde jusqu'au village où a vécu Poulan Devi. Et j'ai même eu la chance de pouvoir rencontrer sa sœur qui est toujours en vie en fait. C'était un très beau voyage. Et à l'occasion de ce voyage, j'ai pris plein de photos, j'ai fait plein de croquis sur place. D'ailleurs, on voit vos dessins, ce sont des tableaux. Enfin, c'est absolument magnifique. Hein. Ça fait plaisir en tout cas, mais c'est très très inspiré de toutes les photos et de tous les dessins que j'ai fait sur place. Et c'était souvent plus facile de dessiner sur place, notamment les personnes, parce que c'est moins intrusif de les dessiner que de les prendre en photo. Mais en tout cas, voilà, ça a été la principale base, plus bien sûr des recherches sur Internet pour vraiment le personnage de Poulan Devi, parce qu'on a pas mal de photographies d'elle. Mais voilà, c'était aussi un voyage sur place pour être juste. Mais le départ, enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que vous avez
avez pensé à faire cette bande dessinée sur elle? Alors en fait, c'est une histoire un peu bizarre, mais c'est mon père qui a écrit en amateur une liste de tous les bandits qui ont existé dans l'histoire. Enfin, il a appelé ça bandits, anards et terroristes. Il a fait la liste comme ça de tous les bandits, de Robin des Bois jusqu'à Jacques Messrine, enfin en passant par Billy the Kid, tout. Et moi j'ai lu comme ça cette liste et forcément il y avait très peu de noms féminins dans la liste. Ouais. Donc quand j'ai vu le nom de Poulain Davy, c'est un nom que j'ai retenu. Je me suis dit, il y a tellement peu de femmes, qui est cette Poulain Davy? Et plus tard, j'ai vu qu'elle avait écrit une biographie. Et donc je suis allée lire sa biographie par curiosité. Et ça a été vraiment une claque en fait, parce que c'est une histoire qui commence quand elle est petite fille. Et en fait, je m'y attendais pas, mais ça m'a parlé, quoi. J'ai ressenti des émotions que j'avais aussi vécues en tant que petite fille, etc. Et je me suis dit, waouh, ce serait une très belle histoire à adapter en BD, quoi. Donc merci papa, vous l'avez remercié dans le livre. Oui, à la première page, il Oui, j'imagine qu'il tient une grande place, forcément. En tout cas, Claire Fauvel, toutes vos bandes dessinées tournent autour des femmes, parce que ce soit La guerre de Catherine ou La nuit et mon royaume, elles tiennent une place essentielle. Pourquoi est-ce que vous choisissez En fait, c'est même pas fait exprès. Déjà, j'ai fait une toute première bande dessinée qui est pas là, mais où il y avait un héros masculin quand même pour mettre un peu d'équilibre. Voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense que dans les histoires que j'écris et aussi dans les adaptations de romans que je choisis de faire, c'est forcément les histoires de femmes qui me parlent le plus, comme un écrivain qui naturellement, ou un double littéraire qui est masculin aussi, s'il est masculin. Je pense que c'est un peu une évidence. Et quand j'essaie de parler de choses sincères, de choses vécues, je me mets plus facilement dans la peau d'une héroïne. Donc il y a plus souvent des héroïnes. Mais après, j'essaie quand même de varier. J'ai pas envie de faire juste une littérature pour filles. Ça m'attristerait un peu. Donc là, la prochaine bande dessinée que je vais faire, par exemple, il y aura un héros masculin. Je pense que celle d'après sera féminin. Donc voilà, j'essaie d'alterner. Mais En tout cas, toutes ces femmes, elles ont tout un parcours initiatique incroyable. Et c'est ça que vous avez envie de transmettre aux jeunes qui vous lisent? Oui, c'est vrai que le côté récit initiatique, c'est une forme de récit que j'aime beaucoup, en fait. Ça, c'est vrai. Peut-être le côté road movie aussi, j'aime bien, même si je l'ai pas trop fait. Mais il y a un peu de ça dans La guerre de Catherine, par exemple, où elle voyage à travers la France. Et oui, le récit initiatique, vraiment, j'adore. Et comme j'aime aussi parler de l'adolescence, c'est aussi le passage de la jeunesse à l'âge adulte, comment on devient adulte, comment on s'assume, comment on ose devenir ce qu'on est réellement, comment on ose s'exprimer, etc. Et ça, oui, je pense que c'est des thèmes que j'aime bien et que je vais continuer à développer. Parce qu'en plus, là, notamment dans La nuit et mon royaume, la bande dessinée, elle devient un vrai vecteur de sensibilisation au sexisme. Et c'est quelque chose qui vous touche particulièrement d'en parler? Oui, en fait, je pense que La nuit et mon royaume, c'était avant tout une bande dessinée dans laquelle je voulais parler du déterminisme social. En fait, c'était vraiment mon sujet principal, parce que l'héroïne de la bande dessinée, elle a grandi en banlieue parisienne. Elle veut faire de la musique. Voilà, elle est d'origine algérienne, elle a grandi en banlieue parisienne et elle décide de faire de la musique et elle va pénétrer dans le monde comme ça, musicien très parisien, très blanc, etc. Donc on va voir un peu ses difficultés à entrer dans ce milieu. Et voilà, c'était vraiment une bande dessinée sur le déterminisme social. Mais en toile de fond, il y a aussi le sexisme, parce que elle va aussi se faire avoir par un autre musicien qui a plus d'influence qu'elle, etc. Mais c'est vrai que le sexisme, pour moi, c'est un thème important, je pense, qui est aussi qui est le thème clé de la bande dessinée sur Poulain Davy, par exemple, elle qui a été une vraie combattante pour les droits des femmes, on peut le dire. Et par contre, je pense que c'est un sujet que je vais traiter beaucoup plus frontalement dans une prochaine bande dessinée, en fait, que je vais faire plus tard. Et pour le moment, c'est toujours un sujet qui est en arrière-plan, qui compte pour moi, mais qui est en arrière-plan. Et voilà, j'aimerais le traiter un jour directement, mais je pense qu'il m'a fallu du temps pour trouver la maturité et la forme, pour le dire avec justesse et que ce soit pas juste un effet de mode pour parler du sexisme. Pascal Mériot, vous, dans tous les livres que vous éditez, forcément, il y a des messages que vous voulez faire passer aux ados? Aux jeunes. C'est pas l'éditeur en moi qui veut faire passer des messages. Clairement. Mais vous avez un axe
d'édition. Enfin, vous avez des... Évidemment. Il n'y a pas si longtemps, avec un auteur qui nous présentait un projet et qu'on n'allait pas prendre, est arrivé dans la conversation. Mais de toute façon, je savais que mon projet ne vous ressemblait pas. On s'est dit, mais ça, on n'a pas de format. Et puis si, rétrospectivement, quand on regarde l'ensemble des titres, il y a une certaine cohérence, une volonté d'aller chercher parfois des graphismes qui sont pas les graphismes usuels, ceux de la bande dessinée jeunesse en particulier. Et sur le plan des thématiques, on a beaucoup d'héroïnes. En effet, aussi, je travaille avec 2 éditrices qui sont très sensibles à ces questions-là aussi. Et puis, il faut croire que les livres que l'on publie attirent des auteurs qui sont en empathie avec le catalogue tel qu'il existe aussi. Donc, c'est évident que la dimension, les phénomènes de société sont importants dans la série Philippine Loma. Systématiquement, à chaque fois, on va avoir pour cette jeune fille de 13 ans qui habite dans un quartier populaire à Amiens. C'est un hasard qu'elle soit amiénoise parce que ce sont les seuls auteurs amiénois avec lesquels on travaille. Ils ont voulu ancrer leur bande dessinée quelque part. Et sa haine de l'injustice l'amène à chaque fois à traiter des questions sociétales. Dans la série Super qui nous est particulièrement chère aussi parce qu'elle a été récompensée pour la création du premier prix de l'ACBD. Ça, c'est la grosse intégrale jeunesse. C'est pour des jeunes qui ont des muscles. Les 600 pages des 5 premiers tomes du premier cycle de Super, qui a donc eu le prix de l'ACBD, l'Association des critiques de bande dessinée, en 2016. Ici, on est aussi dans quelque chose où ces jeunes vont être confrontés en particulier à un pouvoir policier. Et dans le cycle suivant, les auteurs vont sur le champ de la sécurité globale. Il avait déjà anticipé bien avant les événements récents. Donc oui, il y a des choses qui relèvent de ce contemporain. Je crois qu'il y a une envie, en fait, et c'était intéressant aussi ce que disait Claire sur ce sujet, de combler ce trou de la bande dessinée humour-aventure, et avec toute une génération, alors qu'on peut aller rechercher dans les gens qui sont arrivés dans le magazine de Spirou, c'est-à-dire la génération Théodore Poussin, Jérôme Bloch, où on a commencé à ramener une dimension psychologique dans les personnages, là où on pouvait trouver qu'autrefois ça apparaissait relativement peu. C'est vraiment dans ça qu'on s'inscrit, dans cette modernité-là, puisqu'on est encore dans nos actualités. Je fais des présentoirs. Les crocs récompensés en 2018, encore par le prix de la CBD qu'on gagnait à l'époque 1 an sur 2. Ça va durer longtemps. J'espère pour vous. Mais donc les Amazé qui inscrivent complètement ces mômes qui sont les enfants donc de croque-morts, qui les inscrivent complètement dans la modernité, dans la difficulté d'être un adolescent. Oui, c'est clair que pour les BD les plus ados qu'on a, on a vraiment cette envie de proposer des récits qui soient aussi ambitieux que le plus ambitieux des romans littéraires, et qui soient en même temps abordables par des jeunes, qu'il n'y ait pas de limite de ce côté-là. Alors maintenant, on va rencontrer un autre auteur. Si je vous dis Yonggi Dumont, vous avez forcément entendu parler de lui, de Raph et Potatoes. Il y a aussi 109 rue des Soupirs chez Casterman et La Brigade des Cauchemars qui est paru chez Jungle pour les plus récents. Et on va connaître sa bonne recette. Et hop. Mes ingrédients pour faire une bonne bande dessinée: un scénario bien croustillant, une main valide et beaucoup d'imagination. Alors pour faire une bonne bande dessinée, avant tout, j'ai besoin d'outils. Alors des outils classiques, bien sûr, crayon, gomme électrique en l'occurrence, et aussi des outils que j'ai pas pu apporter là, qui sont cachés dans la cuisine, qui sont un ordinateur et une tablette graphique, ainsi qu'une table lumineuse rétroéclairée. Une fois qu'il est bien ficelé, ce scénario, il va y avoir peut-être une étape encore écrite où il va y avoir des allers-retours avec le scénariste pour bien découper par écrit le rythme du livre en global. Ensuite, moi, je vais passer donc avec du papier, autre outil important du dessinateur, ça va de soi, à l'étape de pré-découpage, voire de découpage, où à partir du scénario, je vais faire des petits dessins en petit format. Et ces petits dessins, parfois assez brouillons, et parfois très très brouillons, parce que moi-même je ne les comprends pas toujours, je vais les numériser et les passer dans l'ordinateur pour faire une étape de découpage beaucoup plus propre. Et cette étape est faite à la tablette graphique. Et je vais faire un tirage de cette étape-là, un tirage en grand format, car ce tirage, je vais le reproduire dans une dernière étape, pour ma part en tout cas, qui est celle de l'ancrage. Alors moi je travaille au crayon, même si c'est une étape d'ancrage où on va avoir le dessin définitif qui est fait donc à partir du dessin fait sur la tablette. Où là va intervenir une autre cuisinière, plutôt une coloriste, qui s'appelle Drag sur le projet de la Brigade, qui elle va aussi mettre en couleur les planches de l'album qui ont été préalablement dessinées par mes soins.
Et ensuite, on va regrouper ces 40, 50, 60 pages pour faire une bonne bande dessinée. Bon, bah alors voilà, Yom-Guy Dumont nous a donné ses secrets de recettes pour fabriquer une bande dessinée. Vous êtes obligés de le faire aussi, chacun à votre tour, je suis désolée. Peut-être moins détaillé, mais comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous avez un rituel quand vous commencez une bande dessinée, par exemple, ou... Je pense que ça va être assez proche, en fait. On a tous un peu les mêmes techniques. Après, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Bon, bah déjà, il y a l'histoire, évidemment, qui va être différente pour chaque personne. Moi, je m'inspire de choses vécues, de personnes que je rencontre, de films, de romans que j'aime bien. Et puis peut-être ce que je peux rajouter aussi, c'est que pour chaque bande dessinée, j'aime bien créer une playlist et que la musique fait partie du travail de dessin. Voilà, j'aime dessiner en musique pour me plonger dans une ambiance. Et donc voilà, je fais le storyboard, la playlist et après les dessins. Et vous êtes donc dans un environnement assez concentré. Vous avez besoin d'être un peu dans votre bulle finalement. Ça dépend en fait. Quand j'écris, oui, faut limite que je sois toute seule chez moi avec des boules caisses et tout. Mais par contre, quand je dessine, je travaille dans un atelier avec d'autres dessinateurs. Et là, au contraire, j'aime qu'il y ait de l'émulation et partager ce travail avec d'autres personnes. Voilà, ça dépend des étapes. Et vous, Mathieu Sapin ? Oui, c'est très proche aussi. Moi, je travaille aussi en atelier, mais moi, j'aime bien écrire au café plutôt. Ça, j'adore ça. Mais malheureusement, les cafés sont fermés. Là, c'est fermé. Alors, vous êtes un peu puni, mais. Mais c'est pour ça que j'écris plus là. Mais quand ils vont rouvrir, je me remettrai à écrire dans les cafés. Et puis après, ça dépend. Moi, j'aime bien aussi alterner en fonction des différents livres que je fais. Je vais pas avoir la même technique. Donc il y a certains livres que je vais faire à la tablette lumineuse, à l'ordinateur, à la tablette numérique, pardon, et d'autres que je vais faire sur papier traditionnel, d'autres que je vais faire dans un carnet. Ça dépend vraiment du livre. Yom-Guy Dumont parlait des allers-retours avec le scénariste, comme il peut y en avoir aussi avec l'éditeur. Comment ça se passe ? Ça dépend aussi, là aussi, bien sûr, des livres. Moi, il y en a il y a des livres que je compose tout seul. Il y en a où je suis avec des scénaristes, ou parfois même je fais des scénarios pour d'autres dessinateurs ou dessinatrices. Donc bien sûr, le dialogue est essentiel. Et aussi, si on parle des éditeurs, moi j'aime bien sûr avoir un retour de mes éditeurs. Enfin, je pense par exemple au livre que je fais plus pour les adultes. Je travaille avec une éditrice qui est ma première lectrice et qui, si elle me dit, voilà, telle page, je comprends pas trop ce que tu as voulu dire, ou alors peut-être que tu es un peu redondant, ou on s'ennuie un peu, moi je vire la page sans me poser de questions, parce que j'ai totalement confiance en elle. Une confiance totale. Ouais. Totale. Donc j'ai plus confiance en elle qu'en moi. Vous êtes un auteur facile pour les éditeurs, ils ont de la chance. Non, mais après, on a une certaine pratique. Au bout d'un moment, quand on a fait pas mal d'albums, on se connaît soi-même, on connaît son éditeur. Donc, et puis c'est pareil aussi avec la coloriste avec laquelle je travaille, qui est ma sœur, Clémence. On se connaît par cœur aussi. Donc là aussi, on gagne du temps. Il y a pas, c'est différent là on encore. passe pas beaucoup de. Il y a pas beaucoup de. Enfin, ça va vite, quoi. Ouais. Et vous, Claire Fauvel ? Oui, moi aussi, ça s'est assez bien passé avec les éditrices avec qui j'ai travaillé. J'ai de la chance. Et c'est vrai qu'après, j'ai jamais été scénariste, contrairement à Mathieu, mais j'ai travaillé par exemple pour La Guerre de Catherine. C'est une bande dessinée qui est une adaptation d'un roman de Julia Billet. Et donc là c'était vraiment un travail différent. On a fait des allers-retours toutes les deux et enfin oui, j'ai beaucoup aimé ces remarques d'écrivaine. C'était super intéressant sur le pur plan du texte, quoi, parce que je trouve que c'est hyper dur en tant qu'auteur de tout maîtriser, le dessin, la mise en scène, l'écriture pure. Et là, ça m'a plu d'avoir un regard d'écrivaine professionnelle qui s'intéresse vraiment à la forme du texte, et c'était très chouette pour ça. Et vous, Pascal Mériot, alors, ces échanges avec vos auteurs et vos autrices ? C'est passionnant, c'est d'autant plus passionnant que chaque auteur ou chaque autrice ou chaque groupe d'auteurs et d'autrices propose une interaction différente. C'est-à-dire qu'il faut chercher et trouver quelle est la bonne façon de stimuler les personnes concernées. Il y en a qui auront besoin de quelque chose de relativement distant, d'autres qui auront besoin d'un suivi quasi quotidien. Et donc tout ça exige une sorte de gymnastique permanente qui intellectuellement est très 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 séduisante. Il y a des albums qui sortent sur lesquels il n'y a pratiquement pas de retouche par rapport à une première version.
Il y en a d'autres qui relèvent d'une sorte de, je dirais pas de douleur, mais en tout cas de processus d'accouchement long. Et puis on a aussi des auteurs qui arrivent complètement matures, entre un Thierry Martin d'un côté qui fait la série Myrmidon, et puis David Perimoni qui sort sa première bande dessinée chez nous sur un muet de 90 pages, avec toute la complexité qu'il y a sur la bande dessinée muette. Il y a des process qui sont très différents, c'est assez passionnant. Alors, on va faire un petit quiz, si vous voulez bien, juste avant de se quitter. Votre premier souvenir de bande dessinée, Claire Fauvel? De lecteur ou de dessinateur? Ouais, non, lecteur. Je vais dire un truc complètement nul, je crois que c'était Tintin, quoi. Mais voilà, Pascal en a parlé. Vous, Mathieu Sapin? Moi, je me souviens que j'étais tombé sur les grands albums édition Auray de Little Nemo. Et ça m'avait beaucoup marqué, parce qu'en plus, comme j'étais petit, l'album était presque à ma taille. Et donc, c'est peut-être pas mon premier, mais un des premiers souvenirs de bande dessinée. Pascal Mériot. Bon, ça doit être Pif Gadget en 73. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Les Rigolus et les Tristus de César, ça c'était quelque chose. Je suis pas sûr qu'à la relecture aujourd'hui, je serais aussi convaincu. Je suis pas sûr que je signerais pour cet album-là. Mais c'était assez incroyable. Alors je vais enchaîner avec vous. Votre bande dessinée jeunesse préférée? Jojo d'André Gertz, un respect infini pour un homme. Tout à l'heure, vous demandiez à Mathieu pourquoi il faisait de la bande dessinée jeunesse. Un jour, André Gertz, dans une table ronde que j'animais, après 2 heures de conversation, je lui ai posé cette question. Et il y a eu un moment où il a baissé la tête. Je me suis dit, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de gênant? Je lui avais dit en substance, tu as plus de 50 ans, pourquoi tu fais essentiellement de la bande dessinée jeunesse, presque à part le dessin d'humour, que de la bande dessinée jeunesse? Et donc, il baisse la tête, il la relève et puis il dit, j'avais 4 ans, j'étais assis par terre, j'avais la main qui grattait dans le sol. Je faisais qu'un avec le monde. Depuis, j'essaie désespérément de retrouver ce moment-là. Et non seulement c'est bouleversant, mais la réalité de la série Jojo, c'est qu'il y arrive tellement souvent à nous plonger dans cet état d'enfance. Je continue le tour, Mathieu Sapin, il n'y a pas de raison. Donc ma bande dessinée jeunesse préférée. Moi, j'adorais les Schtroumpfs quand j'étais gamin, et puis encore aujourd'hui, les Schtroumpfs, je trouve ça super. Mais il y a un espèce d'univers très séduisant, drôle, mystérieux. Enfin voilà, moi j'étais très fan des Schtroumpfs. Et aussi, on a le droit de dire 2. Oui, on a le droit de tout dire, vous savez ici. Aussi aux antipodes, Tom Tom et Nana aussi. J'aime beaucoup Tom Tom et Nana. Claire Fauvel. Je pense qu'enfant, j'aimais bien les Schtroumpfs, Tom Tom et Nana, mais en tout cas, je dirais aujourd'hui, en tant qu'adulte, je suis devenue une grande fan d'Ariol, en fait, d'Emmanuel Guibert et Marc Boutavant. Et je l'ai découvert en le lisant à mon enfant, et en fait, je réalise que j'aime autant que lui lire ses livres, quoi. Je suis devenue accro, et voilà, donc ça parle aux enfants et aux adultes, et je trouve ça génial. Voilà. Dernière question, après je vous embête plus, mais quand même, quelle BD jeunesse vous allez offrir à un enfant, vous allez mettre au pied du sapin? Alors avant celle-là, il faut que je dise que Ariol aussi. Ariol aussi, pour des raisons liées à des enfants que j'ai et à une en particulier. Ah, d'accord. Et qui est aujourd'hui pratiquement mémorisé les 192 histoires courtes et existantes, en plus des 2 grands récits, et capable de tout lire. C'est d'une intelligence prodigieuse. Appliquer à ce point une créativité qui est celle qu'on connaît à Emmanuel Guibert, et l'appliquer à ce type de bande dessinée, c'est juste extraordinaire. Alors très vite, au pied du sapin. Alors au pied du sapin, j'ai complètement... des BD Schtroumpfs, finalement, c'est une bonne idée, les Schtroumpfs. Bien, parfait. Au pied du sapin. Pardon, hein. C'est vrai que non, en plus, c'est vrai que je suis en train juste de me dire, mon Dieu. Bon, enfin, c'est pas grave, dans le soulier. Ah oui, non. À part la vôtre. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais dire les cahiers d'Esther. Ah oui. De Riyad Satouf. Claire Fauvel. Moi, il y aura un Ariol, forcément, vu qu'il y a un nouveau qui vient de sortir. Et puis, j'ai aussi envie de lire, de découvrir Akissi, parce que j'avoue, j'ai jamais lu et j'adore Marguerite Aboué. Et je pense que je vais découvrir le premier tome ce Noël pour mon enfant. Voilà, ça va être l'occasion. Eh bien, écoutez, merci en tout cas à tous les 3 d'avoir participé à cette émission d'Émulsion. Et merci aussi à Yomgui Dumont et à Anna qui a posé sa question. Et bien sûr, merci à vous qui nous suivez sur cette télévision du salon. Et puis, pour revoir les émissions d'Émulsion, eh bien, c'est sur slpj.fr. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.